Bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne m'ait rien appris. Du coup, mon objectif est de partager des échanges riches et inspirants avec vous pour qu'ils puissent vous permettre aussi de grandir. Je suis Doudou7 et vous écoutez le Café Change. Bonjour Herman, alors est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un peu? Dis-nous tout. Bonjour Doud, j'espère que tu vas bien. Merci de m'inviter. Merci beaucoup, merci. Et donc, je me présente, je m'appelle Herman. Je suis coach de prise de parole en public, mais aussi je suis comédien. C'est important de le préciser. Et j'aurais pu dire coach, comédien, réalisateur, metteur en scène, chorégraphe, entrepreneur, coach d'artistes aussi. Mais j'ai voulu faire simple, pitcher, même si c'est important de tout dire, parce que ça fait partie de qui réellement je suis. C'est aussi ce qui fait ma valeur ajoutée. Ok, alors pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là aujourd'hui de te présenter comme ça? En gros, c'était un vrai choix. C'était de se dire, je dis que je suis coach, prise de parole en public et comédien, mais je prends le temps aussi de dire qu'il y a les autres casquettes, tu vois, dans la présentation, même si l'idée, là, aujourd'hui, c'est de se focus, je pense, sur le coaching de prise de parole et le comédien, même si en soi, tout se marie bien. Mais le comédien, c'est plus un interprète, tu vois, c'est celui qui prend la lumière. Et le coach, c'est celui qui pousse l'autre dans la lumière, qui accompagne l'autre dans la lumière. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé, toi, justement, à la prise de parole en public? Eh bien, la prise de parole en public, ça, c'est une bonne histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, comme je te disais, je suis comédien. J'ai commencé à travailler dans le spectacle à 17 ans. C'était lors d'une semaine des talents dans mon lycée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien tenter l'aventure de monter sur scène. Et je faisais déjà beaucoup d'activités artistiques. Mais là, c'était dans le lycée, donc il y avait un enjeu, il y avait du challenge. Dans le lycée, si tu te loupes, c'est risqué pour ta réputation, parce qu'on est beaucoup là-dessus quand on est au lycée. Et donc, ça m'a au final apporté une opportunité de pouvoir commencer à travailler dans le spectacle. Donc, j'ai commencé à travailler dans le spectacle en tant qu'artiste-interprète, donc comédien-danseur. Et puis après, j'ai été responsable artistique et en même temps, c'est moi qui prenais en charge les répétitions. Et entre-temps, j'ai signé un contrat de commande de mise en scène de chorégraphie d'un spectacle qui a été à l'affiche dans une production de spectacle en province pendant 6 ans. Et ça m'a permis de coacher mes premiers humains, quelque part, de coacher les artistes avec qui je travaillais sur la dynamique du spectacle. Donc, c'était de l'interprétation, c'était aussi de la danse, c'était de la mise en scène, c'était de la scénographie. Donc, ça a été, j'avais à l'époque 22 ans, 22, 23 ans. Donc, ça a été ma première expérience de coach. Et puis ensuite, j'ai été coach d'acteur en école de formation d'acteur. Donc, pour ceux qui veulent devenir comédiens, souvent ils s'inscrivent dans des écoles de théâtre ou des écoles d'acteurs. Et moi, j'ai rencontré à l'époque mon coach, parce que moi-même, j'étais élève. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il m'a proposé de coacher au sein de son école, parce qu'il savait que j'avais déjà de l'expérience dans le spectacle, donc il s'est dit que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher des acteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher des acteurs à la fois en formation, mais à la fois aussi sur le plateau. Quand un réal a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir accompagner au mieux ses comédiens, des fois, il me contacte et puis je suis là pour l'aider dans la justesse de l'incarnation du personnage. Et puis, un jour, un pote vient me voir dans l'une des écoles où j'intervenais et je donnais un coaching et il me dit mais mec, en fait, tu ne devrais pas coacher que des artistes. Vraiment, pour le coup, tu devrais coacher tout le monde. Et moi, je ne comprenais pas trop pourquoi il me disait ça. Il me dit non, tu devrais coacher tout le monde parce que je pense que tout le monde, avec les exercices que tu fais qui demandent de se challenger,
et qui permettent de se faire confiance. Eh bien, je pense que tout le monde devrait trouver ou retrouver la confiance en soi. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et ce qu'il faut savoir aussi dans l'histoire, c'est que j'avais du mal à joindre les deux bouts quand même. Ouais. Donc, c'était compliqué. Je pense que le coaching d'acteur, c'est pas encore très reconnu en France. Donc, tout est au rabais, tu n'es pas hyper bien payé. Bon, quand tu vis en Île-de-France, tout coûte cher. C'était très dur. Et puis moi, j'aime monter des projets. Donc, je ne peux pas vivre sans monter de projet. Donc, il manquait toujours beaucoup d'argent, à la fois pour payer le loyer, à la fois pour monter des projets, à la fois pour évoluer. Tu cours à droite pour des castings. Des fois, tu fais 2 heures de trajet pour 5 minutes. On te dit non, on ne prend pas. Donc, c'était compliqué. Ouais. Et donc, je me dis pourquoi pas, il y a peut-être une opportunité business, parce que moi, je suis un entrepreneur dans l'âme aussi, en plus d'être un artiste. Ouais. Et donc, je crée mon site internet, mais à cette époque-là, je n'ai pas trop la légitimité. Je me dis, bon, un comédien qui va aller toquer à la porte d'entreprise pour dire, bon, bah, je vais changer, je vais transformer vos collaborateurs. J'avais du mal à y croire. Mais il a fallu y croire pour que ce jour arrive, c'est-à-dire le jour où je décide de publier mon site déjà, sur le web, sur Internet, et ensuite que j'ai le courage, que je me challenge et que je le mette sur LinkedIn en faisant un post. Mais il faut savoir qu'en 2016, il n'y avait pas grand monde sur LinkedIn, il n'y avait que des cadres, sup, ou quelques entrepreneurs, tu vois, mais… Business. Ouais. Mais il n'y avait pas grand monde. Si déjà tu avais 300 vues de ton post, c'était incroyable, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire des 5000, des 10 000 vues. Mais c'était incroyable. Mais il n'y avait personne. Donc, moi, je suis arrivé un peu dans cet écosystème. Coucou. Tu sais, je ne savais pas trop où me placer. Et puis, je me suis dit, bon, je pose ça là et puis… On verra. On verra. Et puis, ça a matché. 3 jours après, mais vraiment, c'est pas une légende. Moi, je me suis dit, je pose ça là et puis on verra. Ouais. Il n'y avait pas d'attente, tu vois. Je me suis dit, on verra. Et puis finalement, 3 jours après, j'ai mon premier client partenaire qui me contacte, qui me fait une première proposition à l'année sur du coaching. En gros, j'intervenais, si je ne dis pas de bêtises, 2 jours par semaine. Donc, c'est une école de commerce, une business school. Et à partir de là, quand j'ai mis la référence, eh bien, j'ai commencé à avoir le téléphone qui a commencé à sonner. Et puis, quand ça se passe très bien avec des clients, eux, ils te recommandent. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont faites. D'accord. Ok. Donc, tu t'es quand même lancé à la base. Il a fallu quand même que tu dépasses une certaine peur. Ouais. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai la chance et l'opportunité de rencontrer grâce à des dispositifs d'accompagnement. Faut imaginer, c'est peut-être con à dire, mais on est en 2022. Eh bien, en 2015-2016, donc c'était il y a 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas toutes ces structures d'accompagnement. L'incubateur n'était pas démocratisé. Donc, tu étais seul. Mm-hmm. Il fallait même… Aujourd'hui, tu dis que tu es entrepreneur. Waouh, je t'envie, la classe, tu as la liberté, l'indépendance. Non, je te respecte. Mais il y a 7 ans, on ne te respectait pas quand tu disais que… tu vois, donc tu es seul, quoi. Donc, ouais, comme tu dis, il a fallu… mais bon, après, chez moi, c'est viscéral. Donc, je suis un peu un rebelle. Donc, je n'avais pas envie d'être salarié en CDI dans une entreprise. Pas du tout. Déjà artiste, tu vois, je travaillais dans le spectacle, donc déjà, j'étais hors cadre. Est-ce que dans le cadre de l'enseignement, de la prise de parole en public, on parle que de prise de parole ou est-ce qu'il y a un travail à faire déjà personnel ou est-ce qu'il y a un autre chemin aussi? Ouais, je pense que tu as bien compris qu'effectivement, prendre la parole en public, ça demande de se dépasser, de se challenger. Mm-hmm. Et effectivement, bon, si tu ne te fais pas confiance,
si tu as peur du regard, du jugement, de la critique, ça va être compliqué de te mettre en lumière, de te mettre en scène. Mais pour ça, effectivement, il faut être aligné avec soi-même, il faut se faire confiance, il faut au moins un petit peu s'aimer, au moins un petit peu, pour pouvoir se mettre, ouais, au moins un petit peu. C'est un long voyage, hein, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Tu vois, c'est comme un périple où il faut récupérer des indices pour arriver au trésor, tu vois. Finalement, comment est-ce que toi tu fais? À travers quel genre d'atelier tu leur fais travailler sur leur confiance en eux, par exemple? Moi, j'aime bien challenger les participants. Donc, tout est challengeant. Donc, je pousse en dehors de ta zone de confort. Et à la fois, c'est sous forme de jeu, c'est ludique, mais à la fois, c'est très, très technique. Je vais vraiment dans la technicité de la prise de parole. Donc, l'idée, c'est que tu sors de là, tu as une bonne posture, la voix, tout est câblé. Et tu sais, tu es capable d'embarquer ton auditoire, il y a la gestuelle, le regard, toutes ces choses-là. Je te donne un exemple. Par exemple, Doud, imaginons, là, je te dis, Doud, je vais te challenger. Est-ce que tu me suis? Ouais, je te suis grave. Ok, super. Et bien là, je t'emmène sur un quai de métro. Et là, je te dis, là, il y a le métro qui est en train d'arriver. Et je te donne un thème. Le thème, c'est la peur. Tu rentres dans le métro. Moi, je vais rentrer par une autre porte. Et là, et poupoum, les portes se ferment. Et c'est à toi de pitcher le temps d'une station. Est-ce que tu te sentirais capable de le faire? Avec plein de gens autour? Bah, moi, je suis un peu plus loin et les gens sont dans le métro. Et Ah toi, ouais. tu dois pitcher sur le thème de la peur. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Et tu le fais en vrai avec eux? Ouais, j'emmène des fois des dirigeants, tu vois, dans le métro. Ouais, je les emmène même des commerciaux, des fois. Quand j'ai assez de temps dans le coaching, tu vois, si je les ai minimum 2 jours, j'ai le temps de les emmener pitcher dans le métro. Et au final, une fois que tu as pitché dans le métro, c'est ce que souvent ils me disent, une fois qu'on a pitché dans le métro, ben, il y a quelque chose, il y a des barrières qui sautent, qui pètent, tu vois. Donc, tu as beaucoup moins peur d'aller au contact d'un public peut-être hostile et de prendre la parole. Et donc, tu vois, donc c'est à la fois challengeant, à la fois je vais l'amener sous forme de jeu, et en même temps, toute la technique qu'on a vue, il va falloir la reproduire dans le métro. La gestuelle, le regard, aller embarquer l'auditoire. En plus, le métro, il y a du bruit, donc il faut porter la voix. Il faut être quand même visuellement, tu vois, avoir une gestuelle où tu vas chercher, tu montres que tu es présent, que tu prends l'espace, et puis il faut accrocher. Donc, du coup, là, ça leur demande de restituer en réel tout ce qu'ils ont vu sur les sessions de coaching. En réel. C'est-à-dire que là, on n'est plus maître de ce qui se passe. On est dans le métro et il y a des inconnus et il faut gérer l'inconnu aussi. Mais c'est un saut dans le vide, hein, presque, hein, là. Ouais. Et ça fait vraiment faire un gain de confiance en soi. Est-ce que ça marche sur un long terme? Alors, est-ce que ça marche à long terme? Si tu veux, moi, j'ai tendance à dire, sur la prise de parole en public, je pense que c'est important de pratiquer. Donc, j'invite toujours les gens à pratiquer. Ne serait-ce que juste, imagine, Doud, là, tu as envie de draguer une personne dans la rue, bah, challenge-toi. Je vais la voir. Je vais lui demander, je vais l'accrocher. Salut, c'est une bonne journée aujourd'hui. Je trouve que tu as un beau sourire. Ah ouais, c'est clair et tout. Mais ça fait plaisir et tout. Bah ouais, parce que les gens souriants, tu vois, j'accroche comment j'accroche. Puis là, je me dis, tiens, ça c'était intéressant, mais peut-être ça on peut enlever. Ça c'était peut-être en trop. Tu vois, donc la prise de parole, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. La confiance en soi, j'ai tendance à dire, et je parle beaucoup de mindset, tu vois, d'état d'esprit. C'est que c'est un voyage. C'est un voyage. Tu vois, par exemple, moi, j'ai confiance en moi. Il y a 1 an et il y a 2 ans, j'avais confiance en moi. Mais au final, aujourd'hui, je me dis que peut-être qu'il y a 2 ans, je n'avais pas aussi confiance en moi qu'aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est plus des niveaux.
comme dans un jeu vidéo, quoi. Tu vois, un jeu vidéo même un peu à l'infini, où tu as confiance en toi, mais à niveau 4, où tu as confiance en toi aujourd'hui à niveau 7. Tu vois, c'est ce voyage-là où tu passes des niveaux. Et on a chacun nos propres niveaux en plus, intérieurs. Ouais, c'est exactement. Et je pense qu'un exercice qui va un peu choquer, tu vois, dans le métro, on crée du choc, tu Ouais, vois. ça. Ça permet aussi à une personne de, tu vois, comme c'est marquant, c'est impactant, pour certains même c'est bouleversant. Il y en a beaucoup qui me rappellent, qui me disent, bah, à chaque fois que je dois pitcher mon projet, si j'ai un moment de stress ou de doute, je me dis, mais non, mais j'ai pitché dans le métro, let's go. Tu vois, Ouais. donc l'événement fort va forcément faire partie de ton ADN maintenant et va toujours un petit peu résonner. Mhm. Est-ce qu'à force de faire des événements forts aussi, il n'y a pas un moment où les personnes, elles se sentent trop en dehors de leur zone et du coup, elles ont besoin d'être rassurées? Ouais, ça c'est le rôle du coach. Ouais. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi je fais hyper attention entre le coach et l'entrepreneur. On pourra en parler tout à l'heure un petit peu, mais le rôle du coach, c'est de toujours rassurer. Mais il y a des subtilités dans le coaching, c'est comment j'accompagne. Tu vois, Mhm. faut accompagner les gens subtilement aussi. Il faut que dans l'aventure, dans le voyage, ils voient presque rien venir. Il y a plein de gens que je vais sentir des fois un peu réfractaires. Donc, il faut les rassurer. Prends ton temps, c'est quand tu voudras. Mais si tu ne le fais pas, ce serait dommage de ne pas le faire parce que tu es ici aussi pour une raison. Tu vois, donc il faut aussi responsabiliser l'autre. Et quoi qu'il arrive, c'est aussi de dire, on n'a qu'une seule vie, on n'est que de passage sur Terre. Donc, autant faire les choses là, une fois qu'on a l'opportunité. Mhm. Autant faire ce qu'on a envie aussi. Est-ce que le parallèle que tu voulais faire avec l'entrepreneuriat, c'est? Ben, en gros, si tu veux, l'entrepreneur, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs sur des incubateurs et je leur dis, là, ce que je vais vous faire vivre comme voyage, ça va être à la même échelle que le voyage entrepreneurial. Parce que dans les coachings, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a le stress, il y a la peur, il y a l'angoisse. Des fois, il va y avoir de la colère. Les gens, ils vont pas avoir de la colère contre le coaching ou contre le coach, mais contre eux-mêmes. Tu vois, de ne pas arriver ou de se mettre des barrières. Il va y avoir de la tristesse, de la mélancolie. Il va y avoir tout un tas d'émotions. Donc, il va y avoir du rire aussi. Il va y avoir vraiment de la joie. Donc, on passe par un voyage émotionnel tellement fort que je leur dis, bah voilà, là, le voyage que vous faites, émotionnellement parlant, c'est le voyage de l'entrepreneur. Je signe un contrat, je suis content, je suis heureux, je vais le fêter avec mes amis. Peut-être que j'en ai signé 3 aujourd'hui, je suis content, mais il y en a 2 qui vont annuler le contrat. Ou le marché, je vais le perdre. Ou alors, j'ai une problématique, mon client me paye en retard. Enfin, Ouais. donc, comment je gère les frustrations, les peurs, toutes ces émotions-là qui virevoltent dans notre quotidien. Donc ça, je leur dis, bah, à travers la prise de parole et le travail qu'on va faire pendant une journée, 2 jours ou une semaine, bah, ça, c'est aussi la réalité aussi d'un être humain. J'ai la sensation que l'entrepreneur, c'est un peu décuplé parce qu'il est tout seul face à un gros projet, mais c'est aussi nos réalités de vie en tant qu'être humain. On passe par des émotions, qu'on soit entrepreneur ou pas, on a des émotions tout au long de notre journée et tout au long de notre vie. Et donc, comment je suis capable de gérer, de maîtriser ces émotions, de les dépasser ou de les embrasser. Comment j'embrasse ma peur pour me mettre devant un public et prendre la parole. Et d'ailleurs, il y a une peur spécifique qui est justement la peur de prendre la parole en Ouais, public. ouais, la glossophobie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ça? La glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après la mort, qui est la plus grande peur des Français, c'est la deuxième plus grande peur. C'est vrai? Ouais, Ah, ça craint. Mais prendre ouais. la parole en public, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que là, tous les deux, on est en train de parler, on peut considérer que tu es un public pour moi? Est-ce que là, je suis en train de faire une prise de parole? En gros, là, on est dans une prise de parole en public. À partir du moment où tu as un interlocuteur, tu as une personne devant toi, tu es déjà dans une prise de parole en public. Un entretien, si tu as un recruteur, tu dois savoir bien t'exprimer, le regarder, la gestuelle, être convaincant.
on est déjà dans une prise de parole en public. Et il y a des gens, rien que ça les met dans une situation de stress. Parce qu'il y a une personne qui les regarde, qui les juge. Ensuite, nous, on est dans un format particulier où on est en format interview avec une caméra, etc. On est aussi, ça s'appelle du media training. C'est une des spécificités de la prise de parole en public. Comment je dynamise l'interview, comment je vais embarquer, comment je vais chercher, qu'est-ce que je dis, les mots que j'utilise, la gestuelle, le regard, etc., etc. D'accord. Mais comment tu arrives finalement à faire en sorte que ces personnes-là, justement, travaillent sur leur peur? Est-ce que tu les mets dans le métro? Les personnes qui sont vraiment atteintes de glossophobie, est-ce qu'il faut commencer par ça ou est-ce qu'il y a d'autres voies? Non, tu sais, c'est le voyage. Je leur dis souvent en coaching, donc on va bientôt décoller, comme quand on prend l'avion. Ouais. Et pendant le voyage, il va y avoir quelques turbulences, quelques secousses, quelques trous d'air, mais vous inquiétez pas, nous arriverons à destination. Donc je les préviens que je vais les challenger. Mais je commence, tu vois, avec un gros challenge, mais c'est pas le plus gros. Mais déjà, ça les choque un peu. Et une fois qu'ils ont fait ce premier challenge, c'est un challenge très, très corporel, tu vois, avec le corps. Je leur demande, je vais t'expliquer, je leur demande de défiler, tu vois, de défiler et d'assumer qui ils sont. Et ils doivent un peu se la péter. À un moment donné, ça va être un peu plus dansant. Et puis, il faut qu'il y ait le regard, il faut qu'ils assument, enfin, tu vois. Et à la fin, il faut qu'ils fassent les 3 pauses. Comme au défilé, tu vois, on pose, tu vois. Et moi, je suis en phase 2, tu vois, je check le regard, et puis je mets la musique, et puis il y a tous les participants qui sont sur les côtés, comme dans un vrai défilé. Déjà, ça demande d'aller un petit peu se challenger, même corporellement. Parce qu'il faut que j'assume mon corps. Mon corps, c'est mes rondeurs, c'est peut-être mes cicatrices, c'est peut-être, j'assume pas mon corps, enfin, c'est toutes ces choses-là. Et là, on te demande devant tout le monde, d'assumer et de montrer et de prendre ta place et d'aller jusqu'au bout. D'accord. Mais donc, c'est vraiment en fait, finalement, apprendre ça nous permet même de faire un développement personnel de fort. Ouais, c'est vrai que si tu veux pouvoir dépasser cette peur et embarquer ton auditoire, être convaincant, effectivement, il faut travailler sur une forme de développement personnel et sur la confiance en soi. Donc, moi, je sais que, par exemple, personnellement, au quotidien, je travaille sur mon développement personnel, sur ma confiance en moi. C'est quelque chose, même le bien-être. Moi, j'ai des coachs de sport, coach de boxe, mindset, entrepreneuriat, où on va faire des liens sur, tiens, là, quand tu boxes de cette manière-là, eh bien, en termes de stratégie, d'attaque, d'évitement, etc., eh bien, c'est un peu la même chose que dans l'entrepreneuriat. On va faire des liens, etc. En même temps, ça me permet de me défouler. Je vais avoir un coach de sport plus loisir. Lui, c'est plus pour me changer les idées. J'ai un masseur qui vient au moins 1 à 2 fois par mois pour me rééquilibrer les énergies. C'est un kiff personnel, mais c'est du bien-être, tu vois, parce que tu accompagnes beaucoup de gens. Moi, ça fait 3 ans et demi, j'ai coaché 5000 personnes, donc ça fait beaucoup de gens à la semaine que tu rencontres, que tu vois, et que tu dois toujours être dans la bienveillance, dans l'écoute et dans la justesse dans ce que tu dis. Et le truc, tu vois, qui surprend beaucoup, qui a surpris beaucoup de mes potes, c'est quand je leur ai dit que j'avais une psy. Donc, tout de suite, ils m'ont regardé et m'ont dit « Non, mais ça ne va pas bien en ce moment, ça dépend de la psychologie. » Et du coup, tu vois, j'ai dû leur expliquer, leur dire « J'aurais adoré, la période où c'était beaucoup plus compliqué pour moi, j'aurais adoré avoir eu cet accompagnement-là. Et aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années, ça va très bien, mais en même temps, tu n'oublies jamais les moments et ne jamais oublier. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute de soi tout le temps. Et je me dis toujours, et je me suis dit à l'époque où j'ai entamé cette démarche d'accompagnement, j'appelle ça la team bien-être, tu vois. Ouais. Et quand j'ai voulu entamer ce processus-là, c'est que je me suis dit, je vais bien, j'ai envie de le rester, comment je cultive ça? Et donc, j'ai mis en place un petit peu tout ce truc-là pour cultiver, parce que c'est simple.
si je ne suis pas bien, le coach ne va pas bien. Si je ne suis pas bien, l'entrepreneur ne va pas bien. Si l'entrepreneur ne va pas bien, le coach ne va pas bien et vice-versa. Tout s'imbrique, tout va ensemble. Tu vois, hein. Et donc, c'est important de travailler, d'être à l'écoute de soi et de prendre le temps, d'être juste posé et être à l'écoute. Ça permet d'avoir les bonnes idées, de faire les bons choix et des fois d'être bon au bon moment. Comme dit d'ailleurs Tony Parker, il faut être bon au bon moment. Parce que des fois, il y en a, ils sont là, ils veulent tout faire. Ouais, non, pendant 1 an, je bang, je vais dans tous les sens, etc. Puis à la fin, moi, j'en ai vu plein. Hein. Surmenage, burn-out. Ils n'ont même pas pris le temps de se poser, qu'ils ne savent même plus où ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font même. Ça n'a ni queue ni tête. Pose-toi, prends le temps. Moi, j'ai pris le temps au tout début. Quand j'ai abordé le coaching, je me suis dit, en plus, je vais travailler avec de l'humain. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je coachais 3 jours par semaine et 4 jours, c'était mon bien-être, mon écoute, mon repos. Et je continuais aussi à me former. Il y a plein de gens qui me disaient « Ouais, mais bon, ça ne te permet pas de faire peut-être le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires à ce niveau-là ou quoi, etc. » Et moi, je disais « Ouais, mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de bien maîtriser ma discipline, bien maîtriser mon art, tu vois, c'est l'art oratoire, de bien maîtriser ce truc-là, de bien maîtriser mes outils de coaching pour mieux accompagner. Et après, si je suis bon, il n'y a pas de raison que les choses en termes de business ne fonctionnent pas. Et en plus de ça, tu vas faire les bons choix. Moi, je sais que j'ai fait les bons choix pour moi parce que je me suis écouté. Et donc, tous les choix que j'ai faits, c'est des choix de cœur rationnels. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pas que de cœur. C'est Aligné. de cœur, voilà, aligné, exactement. De cœur rationnel. Il faut aussi savoir, lorsqu'ils te disent oui, mais voilà, tu pourrais faire tant, mais est-ce que ton objectif, c'est d'être bien dans ce que tu fais ou est-ce que c'est de faire tant à tout prix? Bah alors justement, tu poses une vraie question. J'ai croisé un jeune entrepreneur samedi et sa plus grosse problématique, lui, c'était de se dire l'argent. Il a dit tout de suite le mot l'argent. Et donc, je lui ai dit, alors, moi, j'ai compris un truc. C'est qu'il y a eu une période où j'étais dans ce mindset-là. Il faut que je fasse du chiffre, mais il faut toujours donner du sens aux besoins financiers. Si tu fais du chiffre juste pour dire je fais du chiffre, ça ne sert à rien. Parce que moi, j'ai fait du chiffre juste pour faire du chiffre. Ça m'est arrivé en plein confinement. En gros, moi, j'ai eu le privilège d'avoir l'activité qui a doublé, voire triplé. Enfin, j'ai très bien travaillé pendant les confinements. Mais tu ne peux pas sortir. Tu es enfermé. Tu ne vas pas au resto. Tu ne voyages pas. Il n'y a rien à faire. Donc, même si tu doubles ou tu triples, qu'est-ce que tu en fais de cet argent-là? Tu vois? Et donc, à un moment donné, et en fait, je n'étais pas plus heureux que quand je faisais moins, mais que je pouvais sortir. Je bossais 3 jours, 4 jours, j'étais sur mon bien-être, je partais en week-end, j'étais sur du loisir. Là, j'étais enfermé chez moi. C'est bien beau de faire du chiffre, mais tu ne peux rien en faire. Donc, il n'y a plus de sens à l'argent que tu fais. Et en fait, ce qui m'a permis de redonner du sens, c'était de me dire, tiens, je vais développer. Tiens, je vais monter tel projet. Là, ouais, ça m'a donné du sens et ça justifiait je gagnais tant, j'ai envie de doubler mon chiffre parce que je sais que je vais pouvoir aussi investir dans ma team bien-être. Je vais pouvoir monter un projet. Tu vois, là, par exemple, là, je suis en train de développer un podcast, mais avant, j'avais fait une création de contenu vidéo où je mettais en avant des personnes que j'avais coachées. Bon, ça demande un peu d'argent parce qu'il y a une journée de tournage. Après, il y a du montage, donc il faut payer un monteur. Il y a du graphisme. Tu vois, donc, mais ça m'a animé. Et là, je me disais, bon, je sais que je fais un peu plus d'argent que d'habitude, mais parce que derrière, il y a un projet, parce qu'il y a un truc qui m'anime,
tu vois. Et donc, c'est très important de d'abord penser à être bien avec soi-même, d'être aligné. Comme ça, je donne du sens à ce que je veux pour moi, d'être animé dans ce qu'on fait. Et quand on est animé, tu vois, on est dans une espèce de justesse en termes de vibration et d'énergie qui fait que quoi qu'il arrive, tu auras toujours l'argent pour faire les projets qui t'animent et pas de l'argent pour de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu as peut-être des gens qui vont dire non, mais si toi aussi, jeune entrepreneur, tu veux faire 40 000 euros par mois, j'ai du mal à y croire parce que j'ai souvent moi, j'ai tendance à croire que quoi qu'il arrive, de toute façon, l'entrepreneur, il est d'abord animé par un projet et après, l'argent, ça vient ensuite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire beaucoup d'argent, ce n'est pas ça. Mais il faut d'abord être aligné et animé et donner du sens à la fois à sa valeur à soi et à la valeur qu'on va mettre dans le projet et de ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce que cet argent va nous apporter. Et quand tu donnes du sens quotidiennement, ben, automatiquement, tu vas générer parce que tu sais pourquoi tu le fais. Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'argent, hein, je pense qu'il y a un véritable problème, c'est que souvent, on parle des gens qui en gagnent beaucoup, par exemple les milliardaires ou les millionnaires. On dit d'eux qu'ils sont milliardaires, mais en fait, ce n'est pas ça qu'ils font. Milliardaire, ça n'est pas un métier en soi. Tu vois. C'est vraiment ça le truc. Donc, il faut plutôt se demander qu'est-ce que ces gars-là, ils font en fait. C'est quoi le quotidien de ces mecs-là? Et à partir de là, bah, peut-être qu'un jour, tu pourras espérer. Et aussi, il faut se dire que l'argent, il faut que ça reste un moyen. Pour les gens, c'est une fin. Moi, j'ai rencontré un mec qui a été vraiment l'illustration de ce machin-là. C'est que pour lui, l'argent était tellement une fin que même lorsqu'il a eu la possibilité d'en avoir, vu que ça venait pas forcément de la manière dont lui, il l'attendait, il l'a presque refusé. Il faut vraiment se dire que l'argent, c'est un moyen et qu'est-ce qu'on veut avoir avec cet argent-là. Lorsqu'il devient une fin, eh ben, on commence à créer un rapport bizarre avec ce qui n'est qu'un moyen. Ouais, complètement. Non, mais complètement. C'est un voyage. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais rien. Mais quand je te dis rien, RSA, chaque fin de mois, c'était moins. Ça, je le raconte aussi, tu vois. C'est important aussi de le dire. Fin de mois, moins 1100 euros. Mais à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est très, très important, c'est qu'à cette époque-là, j'investissais. C'était à cette époque-là où j'ai fait mon site, par exemple. Oui. Tu vois, je n'avais pas un rond, mais je me disais, bon, tu te dépatouilles, quoi. Tu vas chercher. Toi, l'argent, il vient au final. Même si j'étais au RSA, j'étais à moins 1100, je faisais des petites missions, j'avais des petits plans à droite, à gauche. Je me disais, bon, cet argent-là, je vais mettre une partie de cet argent-là pour payer le site. Tiens, une partie de cet argent, je mettais de côté, des petites économies de côté, tu vois, 100 euros, puis le mois d'après 100 euros, puis 100 euros. Et je disais, ce serait bien qu'on fasse une vidéo pour mon site internet. Donc, je n'avais pas d'argent, mais j'ai construit ce qui m'a permis de un peu plus générer. Et donc, c'est aussi de dire que il faut faire les bons choix. C'est encore ça aussi. Tu as des gens, des fois, ils viennent me voir et ils me disent, ça c'est hyper intéressant, ils me disent, ouais, j'aimerais bien, je sais que tu as coaché un tel, moi j'ai des vraies problématiques, j'ai besoin de changer mon état d'esprit, de me faire confiance et d'être capable de prendre la parole. Okay. Je dis, bon, écoute, ok, il n'y a pas de souci, coaching, on est entre 250 et 300 de l'heure. Ah ouais, mais en plus, j'explique bien, je dis, moi, je ne prends jamais de particulier, mais des fois, je fais l'effort, etc. Ah ouais, mais c'est compliqué et tout. Je dis, ouais, mais tu vois, la paire de chaussures que tu as au pied, tu aurais pu en acheter une moins chère, parce que là, je vois qu'en plus, elle est toute neuve, c'est vraiment de la marque, quoi. Et plutôt d'abord investir sur toi, tu vois. Et après, une fois que tu commences à générer, tu vas te récompenser en t'achetant la paire de chaussures qui va être la récompense de tout ce que tu auras mis en place et toute la récompense du processus et du chemin parcouru. Donc, quand des fois certains pensent à l'envers, c'est important aussi de leur dire oui, mais tu vois, moi, j'avais rien du tout.
Je me privais, je vivais dans un appart, il y avait un canapé, un bureau, il n'y avait pas de déco, il n'y avait rien. Les vêtements, c'était des copains à moi qui me disaient « Ah bah tiens, je porte plus ça, je te donne ça ». Donc j'achetais ni de vêtements, je mangeais les trucs les plus basiques, je ne sortais pas, je n'allais pas au resto. Mais ça m'a permis de créer mon premier support de communication qui m'a apporté la première opportunité. Donc, en vrai de vrai, quand tu es vraiment animé, tu vas trouver l'argent. On en a, tu vois. Surtout en France, on a vraiment, on est soutenu de partout, tu vois. Donc, après, à toi de faire les vrais choix, à toi de faire les bons choix. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je m'habille très peu. Je suis moins bien habillé que plein de gens que je croise. Et une fois, il y a une copine, elle m'a dit, je disais, putain, les gens, ils sont bien habillés. Moi, je suis habillé vraiment vite fait, quoi. Elle dit, ouais, mais tu sais, tous ces gens-là qui sont très, très bien habillés, ça se trouve, il y en a au moins 75% qui gagnent 2-3 fois moins que toi. Mais parce que toi, tu fais le choix aussi peut-être de miser sur ta team bien-être, de privilégier d'abord les massages, qui c'est un coût, la psy, c'est un coût, les coachs, c'est un coût, que d'acheter une paire de Balenciaga, ou, tu vois, Ralph Lauren, Lacoste et compagnie, quoi. Bien sûr. Mais au final, ouais, c'est ça aussi, savoir faire les bons choix. Et pour ça, il faut savoir s'écouter, mais aussi savoir investir sur soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça, finalement. Est-ce que ça, ce n'est pas le signe d'un manque d'amour de soi? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, il y a aussi une éducation. Quand je parle d'éducation, tu vois, on n'est pas, je veux dire, en France, on est un peu en retard en termes d'éducation autour du développement personnel. On n'a pas cette éducation-là de dire, ben, on va d'abord investir sur soi. D'ailleurs, on a du mal à investir sur les autres, tu vois. Genre un jeune, j'en parlais la semaine dernière, avec un client partenaire qui accompagne les jeunes, ça s'appelle Réussite, qui accompagne les jeunes à la réussite. Et il disait, en France, on a du mal à dire, tiens, je sens que ce jeune est motivé, ben tiens, je lui donne de l'argent pour investir sur lui, pour l'aider. Non, on va d'abord attendre que le mec est bien charbonné et qu'il soit un petit peu bankable pour dire « Ah, ça y est, on va… » Tu vois. Alors que, tu vois, on va miser sur lui. Alors qu'aux États-Unis, déjà rien que dans leur système scolaire, un mec qui joue bien, je ne sais pas moi, ou qui va avoir une appétence, on va déjà l'encourager, lui donner une bourse pour que, ça se trouve, il n'ira même pas jusqu'où on l'attend peut-être, mais on va faire l'effort d'investir. Et de toute façon, ça apporte à tout le monde. Ça va apporter à celui qui investit, et ça va apporter aussi aux jeunes, et ça apporte aussi à la société, à la communauté. Nous, on ne sait pas investir sur nous, mais on est con. Parce que on manque plein de choses pour nous, mais on manque plein de choses aussi pour notre entourage. Ouais. Et au plus de gens investiront sur eux, au mieux même le bien-être. Parce que tu sais, c'est à la mode. Moi, je vois sur LinkedIn comment être bien au travail, le bien-être au travail. Et du coup, j'en parle des fois avec des collègues à moi, salariés en entreprise. Ils me disent ouais, le bien-être au travail, c'est quoi? On nous a mis un baby-foot, c'est tout, quoi. Mais est-ce qu'on écoute le collaborateur? Est-ce qu'on lui laisse le temps aussi de prendre le temps d'être à l'écoute? Est-ce qu'on le sensibilise aussi? Est-ce qu'on lui laisse aussi l'opportunité de pouvoir se développer, que ce soit en termes de compétences? Il y a plein de compétences, tu vois, que ce soit des compétences dures ou techniques ou les soft skills, notamment la prise de parole. Donc, on n'a pas cette éducation-là. Plus que l'estime de soi, parce que je pense que comme on est 7 milliards, on fonctionne vraiment tous différemment, tu vois, sur Terre. Il y a des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, mais ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour essayer de trouver la solution. D'autres qui ne le feront pas, d'autres, enfin, tu vois, on fonctionne tous différemment. Complètement. Mais d'ailleurs, puisqu'on fonctionne tous différemment en termes de prise de parole en public, comment devrait faire une personne qui aimerait faire de la prise de parole pour surmonter, par exemple, le trac? Parce qu'il est là, ça c'est le vice commun à beaucoup de monde. Mais parce qu'il faut aussi qu'on apprenne à embrasser nos peurs. C'est pas simple, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est se dire j'ai peur de ça, ben
je vais aller rencontrer ma peur. Mais pourquoi là, on est dans une peur quand même qui est vraiment pas du tout personnelle, hein. Pourquoi on est dans une peur qui est aussi commune à tant de monde, finalement, le fait de parler en public? Pourquoi tout le monde en a peur? Ben, tu vois, tu l'as très bien dit, toute la dynamique autour de l'estime donc, et le jugement, tu vois, on est de par notre éducation, encore une fois, on a toujours grandi déjà dans le jugement. Attention, si tu fais ci, tu fais ça, fais pas ci. Attention à ce que les gens peuvent dire, ce qu'on dira-t-on. À l'école, c'est un peu pareil aussi. À l'école, je pense que ça manque beaucoup, tu vois, l'éducation nationale, je ne vais pas faire un topo, mais ça manque beaucoup de pédagogie dans l'accompagnement des jeunes. On est beaucoup à l'écrit, pas assez à l'oral, et on ne travaille pas autour des soft skills d'ailleurs. Je pense qu'une des choses qu'on devrait travailler avec les enfants, c'est de travailler autour de la bienveillance, peut-être les challenger un peu plus autour de dynamiques où ils vont monter des projets, où ils vont être en difficulté. Et donc ça crée de la bienveillance. Ah, je me suis retrouvé en difficulté, donc si le camarade est en difficulté, je ne vais pas me moquer de lui, ou je vais avoir un regard bienveillant. Ou alors tout le monde est challengé à la même hauteur, ou alors ceux qui sont déjà, qui ont des facultés, je vais les challenger un peu plus pour qu'ils se retrouvent un petit peu dans la même turbulence que celui qui est déjà en difficulté parce que il a vraiment pas confiance en lui. Donc, je pense que ça manque beaucoup de ça. C'est très formaté, cadré, classé. Tu vois, on est dans une classe, donc on est classé, tu vois. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que on se retrouve avec une appréhension tellement forte du regard des autres qu'on n'ose pas faire les choses. L'entrepreneuriat, pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'entreprennent pas? Tout simplement parce qu'il va y avoir le regard du père, de la mère, le regard des amis. On va indirectement et directement répondre aux demandes des autres, aux urgences des autres. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire si jamais c'est plus facile aujourd'hui de faire un challenge justement de prise de parole en public lorsqu'on a d'autres personnes comme les groupes que tu accompagnes ou lorsqu'on est seul? Moi, j'aime bien quand il y a quand même d'autres personnes parce que souvent dans les coachings individuels, en général, au bout d'une session, le coaché, il connaît le coach. Donc moi, souvent, ce que je propose, c'est que je dis, c'est bien en initial. Donc c'est la première formule de coaching. En initial, c'est bien d'avoir un groupe parce que le groupe, c'est challengeant et puis, tu vois, il y a une petite pression de se louper devant le groupe, de devoir, tu vois, et puis il faut gérer ses frustrations aussi avec le groupe. Enfin, il y a tout ça. Tu as un public un peu plus… Et après, je dis souvent aux gens, s'ils veulent travailler, une fois qu'ils sont à l'aise, tout match, après, on peut aller dans la phase de perfectionnement et d'approfondissement. Là, ce n'est pas gênant. Quelqu'un qui est hyper à l'aise à l'oral, mais qui veut travailler autour de l'accroche du pitch, autour de comment faire plus résonner son discours, comment faire vibrer son auditoire. Là, on peut être sur un coaching one-to-one. Ce n'est pas gênant. Justement, tu nous parles de plusieurs parties différentes d'une prise de parole. C'est quoi pour toi la partie la plus importante lorsqu'on prend la parole? La partie la plus importante, c'est l'accroche. Il faut C'est-à-dire accrocher son auditoire dès le départ. Bonjour à tous. Par exemple, je te fais un exemple. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous demander de fermer les yeux 30 secondes parce que j'ai envie de vivre avec vous une expérience. Je vais vous demander d'imaginer un monde où tout est possible. Vous pouvez rire, chanter, danser. Vous pouvez même porter un tutu rose dans la rue, vous balader sans qu'on vous critique, sans qu'on vous regarde. Vous vous sentez libre. Libre comme l'air et vous êtes heureux. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux et vous allez prendre le temps de regarder votre voisin, votre voisine de droite et de gauche. Et nous sommes en 2022. Aujourd'hui,
est-ce que vous vous sentez libre de faire tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous vous sentez dans un monde libre? Est-ce que vous vous sentez dans un monde où il n'y a plus de critique, plus de jugement, plus de regard sur vous qui pourrait être malveillant? Je vous pose cette question parce que c'est important. C'est important pour nous, pour vous, de travailler autour de cette problématique-là. Tu vois, comment tu accroches ton auditoire? Ah ouais, c'est vrai. Là, je suis rentré dedans, là. On continuera si tu veux après, là. Donc, il y a l'accroche, c'est très important. Une fois que tu as bien accroché, après, les gens, ils ont adhéré, donc tu les emmènes où tu veux. Mais pareil, moi, quand je coach, tout de suite, dès les 5 premières minutes, il faut que je les embarque. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir les emmener où je veux. Et puis après, il y a la fin. Comment je conclue, comment je termine. Souvent, les gens, ça se termine un peu en boudin. Il faut vraiment une belle fin. Il faut bien terminer, il faut que ça résonne. Il faut laisser une trace. Et si possible, si cette trace, elle peut être indélébile, c'est comme ça que tu marques les esprits. Et peut-être que tu vas marquer un esprit ou plusieurs esprits à jamais. Ou pour toujours. Oui. Et dans la prise de parole en public, donc effectivement, il y a ce que tu dis, il y a le comment tu le dis. C'est quoi pour toi le plus important entre les deux? Ou peut-être qu'il y a un troisième, je ne sais pas. Ouais, moi je dis souvent ce qui est important, c'est très très important, c'est de parler avec le cœur. Parler avec le cœur. Tout de suite, c'est le premier truc auquel l'humain il est sensible à ça, tu vois, c'est le premier truc auquel l'humain il va connecter. Maintenant, après, tu vois, parce qu'on parle de fond et de forme, pour moi les deux, ils sont comme ça. Tu vois, j'ai du mal à dissocier les deux. Tu vois, il y en a qui vont dire non, mais si tu n'as pas le fond, ce n'est pas très grave. D'autres qui vont dire que la forme, ce n'est pas très grave. Non, non. Tu as un message à faire passer. Tu vois, il faut que ton message soit clair, précis, efficace et aussi impactant. Mais aussi ce message-là, pour qu'il fonctionne bien, il faut que tu sois animé quand tu le dis. Tu vois, sinon, il ne sera pas impactant. Tu vois, donc, moi, je dis souvent, chaque mot, chaque phrase, chaque mouvement doivent être vécus et justifiés. Par exemple, si je te dis, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps pour eux. Tu vois, je te le dis, mais animé, tu vois. Je ne veux pas te dire, je suis en colère. Tu vois, je ne peux pas te le dire comme ça. Donc, il faut que tu vois, donc, justifier, c'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase, chaque mouvement, tu vois, je suis en colère, mais tu vois, la colère dans mon mouvement, tu vois. Donc, je dois à la fois les mots que je vais utiliser, mais à la fois l'énergie, tout ça, ça doit être interconnecté. Comme nous, au final, ça doit être organique. Nous, on est organique. On a un cœur, on respire, il y a de l'eau, tu vois. C'est ce qui fait qu'on bouge, on fonctionne, on parle, on réfléchit. On n'est pas mécanique, on n'est pas des robots. Est-ce que finalement, être connecté, est-ce que c'est ça que l'on appelle être naturel lors d'une prise de parole? Ouais, être authentique, ouais, c'est être connecté à son message et aussi être connecté à son auditoire. Tu as beaucoup de gens qui oublient qu'ils ont un public devant eux, mais il faut se connecter à son auditoire. Il faut aller leur parler, il faut aller leur dire les choses. Et c'est important de toujours penser à son auditoire. Toujours. Et souvent, on l'oublie. Des fois, il y a des personnes qui sont bonnes à l'oral, mais qui perdent leur auditoire. Parce que comme elles sont à l'aise, elles vont parler très, très vite, utiliser un vocabulaire très technique. Alors, on se dit, cool, le mec, il parlait trop bien, mais en vrai, on n'a pas retenu le message, on n'a pas retenu l'intervention avec le message fort, tu vois, le message principal. Et donc, des fois, il y en a certains, tu vois, en coaching, qui arrivent hyper confiants et je dis, bah, on voit que tu as confiance en toi, mais je n'ai pas retenu le message. Tu es allé trop vite et c'était très technique.
Et donc, moi, je suis un humain. On ne peut pas mettre replay, je ne peux pas tout digérer. Et il faut que tu penses à ton auditoire. Tu vas avoir des gens qui vont capter ce que tu dis, d'autres, il leur faut du temps. Donc, tu dois penser à tout le monde, autant dans le vocabulaire que dans l'énergie que tu vas donner, etc. Mais Après, si tu as un public d'experts, oui, tu peux être technique. Mais là, on parle pour un public lambda. en fait, il faut s'adapter aussi aux personnes à qui tu parles. Ouais, Si tu as un exactement. minimum d'informations sur eux, il faut que tu l'adaptes, quoi. Tu l'adaptes, exactement. Exactement. Mais justement, cette capacité d'adaptation-là, est-ce qu'il y a des gens ou que tu connais qui ont un côté inné, qui sont de manière innée, qui sont forts en public, qui n'ont jamais fait de formation, jamais fait de machin, ils sont forts. Ouais. Ben, souvent, c'est des gens qui ont tout simplement embrassé leur peur, qui ne sont pas passés par la formation. Moi, c'est mon cas. Tu vois, c'est-à-dire que c'est les expériences de la vie. Très vite, j'ai dû coacher, donc tu te retrouves face à une équipe. Tu dis bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le débrief du spectacle de la semaine dernière ou d'hier. Tu vois, donc tu es dans de la prise de parole en public. Tu dois les amener quelque part. Tu dois faire en sorte que le message il soit compris. Donc, quand tu t'es frotté de par des situations de la vie à la prise de parole en public, let's go. Moi, je suis autodidacte. Je n'ai jamais fait de formation, mais je me suis toujours frotté aux choses. Tu vois, moi, je ne suis pas un mec qui va défendre la formation, genre oui, il faut se former. Les gens qui ne veulent pas se former, je leur dis, si vous ne voulez pas vous former, allez vous auto-challenger. T'as raison. Mais Herman, dis-moi. Dis-moi tout. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la prise de parole en public a vraiment pris une importance capitale dans la plupart des métiers, dans les médias, oui, forcément parce qu'on s'adresse à d'autres personnes, mais que c'est vraiment devenu un point important à développer. T'en penses quoi, toi, justement, de cette nouvelle place de la prise de parole qui, avant, était peut-être réservée à des élites? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, pour être écouté, un minimum, doit savoir parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le digital, le numérique, la démocratisation de l'entrepreneuriat, je pense que Internet aussi a vraiment a apporté ça. Parce qu'avant, on laissait faire. On avait la télé et en fait, la télé, elle nous imposait des choses. Aujourd'hui, n'importe qui peut mettre une vidéo sur un média, tu vois, n'importe qui même peut, à la disposition de tout le monde, alors qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. Tu vois, c'était que les chaînes de télé qui nous imposaient des images. Il y a eu YouTube qui est arrivé, il y a eu après tous les réseaux sociaux. Donc, maintenant, n'importe qui peut prendre la parole et dire ce qu'il a à dire, dire qu'il n'est pas d'accord, montrer ce qu'il fait, etc. Donc, ça a amené quelque chose déjà de nouveau. Et puis, au-delà de ça, comme je disais, ça a démocratisé l'entrepreneuriat. Et donc, tout simplement, déjà, quand tu es entrepreneur, c'est simple. Si tu veux aller prospecter, avoir des clients, de 1, il faut que tu sois plutôt à l'aise à l'oral. De 2, aujourd'hui, on parle beaucoup de levée de fonds ou d'investisseurs, très démocratisé avec l'émission M6 qui veut être mon associé. Moi, j'ai coaché des entrepreneurs qui ont participé à l'émission, tu vois. Donc, forcément, ça invite l'entrepreneur à savoir que quand il va rencontrer un investisseur ou des investisseurs, il soit convaincant. Il puisse convaincre son interlocuteur en face. Et puis, il y a toute la problématique autour de l'emploi. L'emploi, comment je réussis un entretien d'embauche, j'ai beau avoir les meilleures compétences techniques, bien si je ne suis pas capable de parler de moi, d'expérience professionnelle, le recruteur ne pourra jamais se projeter avec toi. Et moi, tu vois, j'ai des petits filous que j'ai coachés. Il y a un jeune que j'ai coaché il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a 8 mois. Donc, je le retrouve là il y a 2 jours. Et donc, il me dit qu'il a trouvé
un travail. Donc, il commence d'abord en apprentissage et puis il va signer le CDI par la suite. En fait, c'est une formation de paysagiste. Mais comme c'est en alternance, il fallait qu'il ait une entreprise. Donc, on lui dit, ça ne te dirait pas d'être paysagiste? Et comme il était en recherche de travail, d'emploi, il dit, ouais, je suis chaud. Sauf qu'il ne connaissait rien au paysagisme. Et en fait, il me raconte, la façon dont il me raconte, et c'était hyper… j'ai trouvé qu'il a une intelligence d'esprit incroyable, c'est qu'il me dit, moi, je suis arrivé à l'entretien, je ne connaissais rien, je disais oui, 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 oui. Tu vois, il disait oui, il disait pas, il disait oui, 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 oui. Et il m'a dit, j'ai fait en sorte que pendant l'entretien, je l'emmène où je voulais où je voulais que moi j'aille. Donc, j'ai emmené le recruteur, là où je voulais l'emmener. D'accord. Donc, il l'a détourné du paysagisme. Il l'a emmené dans des dynamiques où là, il était plus à l'aise. Et puis, il a fait sa prise de parole, etc. Et le recruteur lui a dit, mais j'en ai fait des entretiens, mais j'ai jamais rencontré un jeune aussi déterminé, motivé. Et le jeune, à la fin, il lui a dit, oui, mais n'oubliez pas, hein, moi, j'ai besoin que vous m'accompagniez, que vous m'appreniez les choses. Parce que pour moi, c'est encore très neuf le paysagisme, mais je suis motivé, je suis déterminé. Il a dit non, mais moi je t'accompagne, apprentissage et le CDI. En fait, il est tombé amoureux en fait du profil. Tu vois, mais ça, c'est grâce à la prise de parole. Et le jeune me disait, c'est un jeune, 19 ans, et m'a dit oui, parce que depuis qu'on a fait l'atelier, Herman, moi j'ai confiance en moi à 100%. Tu vois, et tu vois comment ça peut complètement, ta vie peut basculer. Basculer, est-ce que ce jeune-là, pour que tu comprennes un petit peu, c'est un jeune qui vient du Sénégal. Les aléas de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé en Libye et il a fait la traversée jusqu'en Italie, puis en France. Donc, il arrive ici avec un vécu juste incroyable en très peu de temps et si jeune, où il a rencontré la mort. Tu vois, il a fait mourir quasiment tous les jours de sa vie sur les 4 dernières années. Et donc, tu le rencontres sur un coaching où le jeune, il te dit non, mais là, je vais aller aux toilettes. Mais tu sais qu'il va aux toilettes parce que là, il a mal au ventre. Il se dit ouf, il est en train de me challenger. Je ne vais pas réussir à le faire. À ce moment-là, je lui dis non, reste là, tiens, tu vas passer. Et à partir du moment où tu vois le truc, tu vois. Ça, c'est très sympa. Tu vas aller aux toilettes, je dis non, reste là, tu vas passer. Et il est passé et juste après l'exercice, d'ailleurs, il le raconte parce que je l'ai revu pour enregistrer le podcast que j'ai lancé. Et du coup, il raconte l'histoire. Il dit ouais, en fait, à ce moment-là, en gros, c'est fou parce que j'avais envie de refaire l'exercice. Parce que je me suis dit, waouh, mais c'est cool en fait. J'en avais peur, mais la sensation est trop cool. Ouais. Et c'est comme ça aussi que les gens se découvrent, se rencontrent avec eux-mêmes. Ils ont peur parce qu'il y a plein de pensées limitantes. Souvent, c'est les pensées limitantes, les barrières limitantes. On t'a dit non, mais ça. Moi, on m'a dit plein de fois, oui, mais si tu fais ça, non, c'est trop dur de se faire ça. Non, mais tu ne peux pas faire ça. Non, mais c'est dur, c'est risqué. Mais moi, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. C'est tellement bon. Tu vois. Mais ça, finalement, c'est de l'empowerment, quoi. C'est-à-dire que ça donne un véritable pouvoir d'y arriver, de réaliser. Le pouvoir, le pouvoir de convaincre, le pouvoir de persuader, le pouvoir de faire en sorte que les gens adhèrent à ton projet, adhèrent à ce que tu es, à qui tu es. C'est incroyable. Et en fait, au bout d'un moment, comme je disais par rapport moi à mon histoire, tu n'as même plus besoin de ramer, tu vois. Tu sais, c'est comme tu es sur un bateau, tu es là en train de ramer, c'est dur et tout. Là, une fois que tu as débloqué certaines choses, tu as juste à tirer, il y a le moteur qui part et toi, tu es tranquille comme ça, tu vois. Et moi, ça a été un peu le cas quand j'ai travaillé, par exemple, sur mon bien-être, la qualité de mon coaching et de mon entreprise, de mon projet. C'est tout simplement de me dire, si je suis bien, ça va rouler. Et en fait, le fait d'être bien, tu n'as pas besoin de te dire, waouh, je me lève à 9h,
qui est-ce que je vais démarcher, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je prospecte, et nanani, et nanana. Tu vois, c'est la grosse difficulté de l'entrepreneuriat, c'est la prospection. C'est le nerf de la guerre. C'est Que clair. ça prend tellement de temps. Et moi, j'ai très vite eu la chance d'être sur l'activité à 85% sur l'activité. C'est-à-dire qu'à 85% de mon temps, je coach. Les autres moments, c'est de la réflexion, du bien-être, de la facturation, de la compta, de l'administratif, un peu de logistique. Mais ça ne prend pas beaucoup de… Tu vois. Mais quand tu as un pouvoir aussi énorme finalement, c'est-à-dire que tu as la capacité de convaincre facilement, que tu as cette confiance en toi, que tu sais comment amener une personne là où tu veux, certains esprits diraient que tu peux vite rentrer dans un cadre de manipulation. Ah, j'allais te dire, mais oui. Alors, effectivement, très, 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 très bien, très, très important, c'est de la manipulation, clairement. Mais tu sais, c'est comme… Non, mais tu sais, regarde, je vais donner un exemple très simple. Quand je te parle de critique, tu vois ça plutôt positivement ou négativement parlant? Négatif Ok. Bah, la critique, elle peut être constructive, aussi, oui. positive, tu vois. Bah, la manipulation, elle peut être positive, constructive et aussi négative. Si tu manipules quelqu'un avec toute la bienveillance et la justesse pour l'aider à se construire, au final, moi, je n'ai pas de problème à dire que je manipule les gens. Mais tu vois, la manipulation, c'est quoi? Je te donne un exemple. Je prends, je vais le faire tout de suite. Hop, tac. Je prends mon téléphone, je vais l'allumer, je vais aller sur Instagram, je vais manipuler mon téléphone. Le but, c'est d'envoyer un message à quelqu'un. Je manipule quoi. C'est de ne pas envoyer de message à ma maman, je lui envoie un message. Donc, il faut que je manipule. J'ai une fuite d'eau, le plombier va venir, il va manipuler la tuyauterie pour je passe d'une fuite d'eau à il n'y a plus de fuite d'eau. Donc, la manipulation, c'est quand quelqu'un il manipule quelqu'un, c'est de faire passer de cette personne-là, par exemple, elle ne veut pas de moi et je vais la manipuler pour qu'elle veuille de moi. Tu vois, ça, c'est la manipulation pas très, tu vois, pas très cool, tu vois, plutôt négative, tu vois. Eh bien, il y a aussi la manipulation où je sens que lui, il n'est pas bien dans sa peau, il n'a pas confiance en lui. Je vais le manipuler pour qu'il ait déjà une forme de déclic pour qu'il aille de l'avant. Je vois en fait. C'est une question d'objectif et d'intention. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, forcément, dans la prise de parole en public, on a eu des très bons orateurs, Hitler, et on a eu des très bons orateurs, Obama, on a eu des très bons orateurs, Martin Luther King. Si je prends les trois, chacun avait un objectif différent. Hitler, on va dire que bon, il n'a pas fait des choses très très chouettes, tu vois. Martin Luther King, il avait un message un peu révolutionnaire. Et Obama, c'est plutôt, tu vois, le mec qui est dans l'ultra bienveillance et ultra connecté, qui va passer des bonnes vibes, des bonnes énergies. Tu vois, au final, effectivement, la prise de parole, c'est de la manipulation. Mais justement, en parlant de comment est-ce qu'on utilise nos mots, ça me fait penser à l'expression donner sa parole. Ouais, donner sa parole, dans le sens où, quand tu dis donner sa parole, c'est je donne ma parole, quoi. Je te donne ma parole qu'on va… Voilà, finalement, donner sa parole, c'est une promesse Ouais. en soi. C'est pour ça que c'est important d'être authentique et aussi d'être transparent. Si tu mens, ça va se voir. Si tu n'es pas transparent, on va sentir. Ça va se sentir. Et donc, il faut être aussi transparent avec ce qu'on promet aux gens. Tu vois, quand tu donnes ta parole. C'est important. Moi, je dis toujours en coaching, moi, je vais faire 50% du taf. Et ces 50% du taf, je vais me donner à 3 millions de pourcents. Maintenant, si vous ne faites pas ce pas-là, ça ne marchera pas. Tu vois. Mais je ne vendrai jamais une formation en disant
quoi qu'il arrive, vous allez gagner 40 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te donne ma parole que si tu fais l'effort et que tu vas embrasser tes peurs, oui, il y aura du changement. Quel changement, je ne peux pas te le prédire. Mais la seule parole que je peux te donner, c'est que moi, je vais me donner à 3 millions de pourcents, tu vois, pour pouvoir te donner le maximum d'outils. Quand tu disais que ça va se voir, ça m'a fait penser à une citation du philosophe Sénèque qui disait que la parole reflète l'âme. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ben oui, clairement. Non, mais clairement. De toute façon, tu le sens. Alors moi, c'est après avec mon regard d'expert, tu vois, mais je sens tout de suite. Des fois, en coaching, je dis là, tu es en train de me bullshit. La personne me regarde et je dis, bah ouais, tu es en train de me bullshit. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de délivrer le message comme ça parce que si j'ai des émotions et tout, je fais, mais non, mais sois juste avec toi-même. Oui, mais parce que c'est de la colère et j'ai pas envie qu'on perçoive cette colère-là. Je dis, mais attends, la colère, c'est pas négatif. Tu vois, il y a des mecs, moi j'ai été, et des fois ça m'arrive, d'avoir de la colère, mais au contraire, la colère, je la transforme en un message fort, puissant et moteur. Tu vois, donc comme, tu vois, on a aussi du mal beaucoup avec nos émotions. Ouais. Donc, tu vois, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, j'arrive aujourd'hui à accompagner quelques personnes, mais c'est compliqué. Les émotions, c'est dur. Et en fait, on aurait tout intérêt à tous nous aligner avec nos émotions, à faire confiance à nos émotions, à être transparent avec nos émotions, parce qu'à la fois, ça nous ferait du bien. Et à la fois, on ferait du bien et plus de bien autour de nous. Ok, Arman, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci. C'est vraiment top. Une interview super riche. Franchement, je pense que ça va apporter beaucoup aux auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi. Et voilà. Et merci à toi. Vraiment, c'était une collaboration super et j'espère qu'on pourra collaborer sur un prochain volet. Donc, parce que vu tes multiples casquettes, il y a encore plein de choses à dire, à voir et bien sûr à échanger. Merci à toi, Dou, pour la confiance, l'invitation et le partage. Si ça peut apporter à des personnes qui se posent des questions, franchement, avec plaisir. Je me suis retrouvé seul dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est aussi de ma responsabilité de pouvoir donner des clés. Tu vois, ne serait-ce qu'en termes de mindset, ça fait. Moi, on m'a donné aussi. Tu vois, j'étais seul, mais on m'a donné. Tu vois, j'étais seul dans ma réflexion, mais on m'a beaucoup donné. Il y a des mecs qui donnent aussi, beaucoup. Donc, c'est important, moi aussi, aujourd'hui, que j'arrive quand même à quand même plutôt bien vivre de mon activité. C'est aussi de donner. Tu vois. Eh bien, on se reverra pour un don alors, un don généreux, encore une fois. Merci à toi. Avec plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt, Doudou.